Je t'ai emmené à la montagne. Ouais, c'est très beau. Comme tu vois, c'est paisible, c'est calme, il fait beau. Et on essaye une vraie grosse nouveauté chez Mercedes, le Mercedes EQC. Alors EQC, qu'est-ce que c'est? Bah écoute, c'est comme tu l'as dit en introduction, c'est une vraie nouveauté. C'est totalement inédit chez Mercedes. C'est leur première voiture 100% électrique, d'où le silence. Alors première, bon, il y avait quand même les Smart EQ, hein, on peut dire que c'est Mercedes. Ouais. Mais là, bon, on ok. n'est plus sur le même gabarit non plus. Je t'accorde que c'est la première vraie voiture électrique. Ils ont choisi de faire ça sur un SUV, donc de la catégorie C, hein, les classes C, les coupés C, les SUV C, et maintenant il y a donc ce SUV électrique C. Il a un design entièrement nouveau, hein, ça n'a rien à voir avec les GLC coupés, on est bien d'accord. Non, même si ça reste, on sait que c'est dans la même famille, il y a toujours quand même ces formes très arrondies. Le dessin plutôt réussi, on en parlait hier, hein. Moi je trouve que ça dépend quand même du coloris. La voiture est vraiment mise en valeur en fonction de la couleur. Bah alors moi tu vois, puisqu'on parle du design et du dessin, c'est pas ce que je préfère sur la voiture. Comme je dois être honnête, autant les GLC coupés ont quelque chose qui est plaisant. Celle-là, je sais pas, moi elle m'attire pas trop, hein. Il y a plus moche, mais la face avant me fait un peu penser à un utilitaire comme ça, spontanément. Voilà, mais bon, il fallait que ce soit différenciant et ça l'est quoi pour le coup, hein. Complètement. C'est vrai que cette face avant, elle est très large, elle est très proéminente. Bon après, c'est aussi la marque de fabrique de Mercedes. Je pense aussi qu'il est un peu plus sage dans le design, ce véhicule, tu sais, par rapport au modèle que tu viens de citer, qui était quand même un peu plus dynamique dans la forme tout du moins. C'est vrai. Bon alors on va faire un petit focus sur les capacités techniques de cette voiture, ce qu'elle affiche, hein, en termes de batterie, d'autonomie, parce que c'est ça qui est amusant avec ces constructeurs, ces vieux constructeurs, hein, parce qu'on peut appeler ça comme ça, qui viennent à l'électrique après d'autres, c'est qu'ils changent complètement de paradigme pour vendre une voiture. Ils vendent plus une puissance, ils vendent plus un moteur, ils vendent avant tout de l'autonomie. Bah là pour le coup, ils ont mis une batterie un peu comme le concurrent direct Audi, une grosse batterie, hein, de 81 kW. Ceci dit, elle est un petit peu plus légère que celle de son concurrent. Elle fait 652 kg je crois, contre 700 chez Audi. Bon, ça n'a pas l'air beaucoup comme ça, mais quand même chaque kilo compte, hein, sur un véhicule électrique. Bah, clairement, parce que en fait c'est un peu le problème de l'électrique, c'est que pour avoir de l'autonomie, il faut avoir des grosses batteries. Quand on a des grosses batteries, ça pèse très lourd. Quand ça pèse très lourd, on grève l'autonomie. Donc c'est pour ça qu'on a une voiture ici qui fait quand même 2,5 tonnes. C'est énorme pour un SUV compact, hein. On retire 600 kg de batterie, on est déjà à 1800 kg. Il faut trouver le bon équilibre entre la taille de la batterie et le poids du véhicule. Là pour le coup, pour ce qu'on a pu en essayer, hein, de cette voiture, il y a tout un tas de technologies qui permettent de récupérer de l'énergie et ça fonctionne plutôt bien. Ouais, alors là au volant j'ai 2 palettes, hein, plus et moins. Alors il y a ça sur aujourd'hui beaucoup de véhicules électriques ou hybrides, ce qui permet de gérer le freinage régénératif ou de se mettre en mode roue libre, et donc ce qui va permettre d'optimiser lorsqu'on conduit l'utilisation de la batterie. Et on peut regagner très très vite beaucoup d'autonomie. Là par exemple on est en descente, j'ai abordé la descente à 150 km d'autonomie, et très rapidement, simplement en levant le pied ou en laissant la voiture rouler, je vais gagner des kilomètres, regagner les kilomètres que j'ai perdus dans la montée du col. Donc c'est toujours très impressionnant parce qu'on aborde le col, on a 280 km d'autonomie, on arrive en haut, le col fait 10 km, on n'en a plus que 150, donc on se dit mais je vais jamais arriver au bout, et en fait si, dans la descente on regagne là très vite des kilomètres. Là, rien qu'en vous parlant j'en ai gagné 4, vous voyez. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement palette de droite, si tu appuies 2 fois tu te retrouves en roue libre. Si tu appuies une fois, c'est un frein moteur, je dirais classique, où là effectivement tu récupères de l'énergie. Et ensuite palette de gauche, si tu appuies une fois, tu es en récupération d'énergie encore plus puissante, et encore une deuxième fois, là c'est carrément un système de freinage, de sorte que finalement dans les descentes tu peux très bien conduire sans ne plus toucher les pédales. Absolument. Mais uniquement les palettes. Et c'est exactement ce que je fais alors que tu parles. Et c'est effectivement très efficace, hein. Là on verra combien on a en bas de ce col, mais hier on a récupéré quelque chose comme 80 km/h d'autonomie, ce qui n'est pas rien.
Alors l'autre avantage aussi d'un moteur électrique, ce sont les performances. On a 760 Nm de couple, si je me souviens bien. Instantané. Instantané, et croyez-moi, faut s'accrocher. Là, pour le coup, tu as vraiment le coup de pied aux fesses quand il accélère un peu sauvagement. On est littéralement scotché au siège. C'est équivalent à 0 à 100 en 5 secondes 2. Donc c'est une classe A 35 AMG. Voilà, c'est l'équivalent d'une petite GT, on va dire. Mais instantané, voilà, c'est vraiment, tu as le coup de pied aux fesses. Donc tu as cette puissance-là, c'est équivalent environ à 408 chevaux de mémoire. C'est ça, la voiture affiche 408 chevaux répartis sur 2 moteurs, un devant, un derrière, donc c'est 4 roues motrices, ce qui se prête bien également à ce paysage de montagne. Bon, après, faut pas se mettre dans l'idée que c'est une sportive non plus. On a un châssis, on prend pas mal de roulis quand même. On a également des pneus qui ont été optimisés pour minimiser la résistance. On se posait la question d'ailleurs de voir les performances sur le mouillé. Faut pas se laisser surprendre quand même avec cette voiture, parce que je trouve qu'effectivement c'est très puissant, et tu peux, écoute, ça peut même être limite dangereux si tu ne fais pas attention au moment de l'accélération. Complètement. C'est un peu comme en moto, je serais tenté de dire, vaut mieux faire en sorte que tes roues soient bien droites au moment d'accélérer. Complètement. Bon, sinon en intérieur, par contre, on est en terrain connu. Bon, ils ont redessiné un petit peu les aérateurs. C'est très joli, franchement. C'est super réussi. Autant, tu vois, je te disais que le design extérieur me faisait rien. Autant le design intérieur est vraiment très joli. Comme tu dis, les aérateurs sont très mignons, très fins. L'éclairage d'intérieur, d'ambiance est discret aussi. Voilà, il fait pas kéké. Non, moi j'aime beaucoup. C'est bien géré. Quand on passe dans les tunnels, on a essayé de vous filmer ça, que vous voyez ce que ça rend. Et puis, la finition, c'est très feutré. Alors la finition de la planche de bord, on va dire, c'est pas moussé, mais c'est super bien fait, c'est très propre. Je sais pas ce que c'est comme, c'est une espèce de plastique qui imite le cuir, mais c'est très, bon, franchement c'est chouette. Et on a des petites surpiqûres sur les côtés, les vitres qui descendent plus bas que le montant. Écoute, moi j'aime bien. Ouais, c'est soigné, c'est joli. On est dans une édition spéciale, c'est l'édition 1886, date qui correspond à interrogation. La création de la marque Daimler. Donc cette édition spéciale, je crois qu'il y en aura une centaine pour la France. Ça. Très très bien équipé, je crois qu'on a tout en fait. Il y a tout. Rien ne manque. Je pense qu'il n'y a rien à jusqu'au siège massant. Ensuite, je trouve que là on a fait, on est sur un road trip entre Zurich et Milan pour tester vraiment en situation les capacités de la voiture. En termes de confort, c'est irréprochable. Au niveau de l'assise, moi je trouve ça parfait. Les sièges sont bien enveloppants. T'es pas du tout en train de... Les suspensions aussi font un super boulot. Enfin voilà, c'est tout un ensemble qui fait que la voiture est extrêmement confortable et silencieuse. Donc ce qui rajoute aussi la sonorisation. Souvent sur les voitures électriques, une fois qu'on roule sur autoroute à 120-130 km/h, on est rattrapé par le bruit de roulement. On n'a pas le bruit du moteur, mais on a le bruit de roulement. Et là, c'est tellement bien insonorisé que même le bruit de roulement est super bien filtré. On a franchement un petit feulement. C'est tout ce qu'on entend dans la voiture, même quand on roule sur autoroute. Franchement, c'est vraiment chouette. Et ça participe aussi au confort parce que on n'a pas la fatigue auditive. Donc on est vraiment bien. Et alors maintenant, je te propose d'aborder les sujets qui te sont chers, c'est-à-dire tout ce qui est connectivité, etc. Il y a quand même des choses qui ont été adaptées. Tu m'enlèves les mots de la bouche. À un véhicule électrique. Alors bon, déjà, encore une fois, on retrouve cette interface MBUX qui est extrêmement réussie avec ces deux écrans côte à côte, avec donc le tableau de bord qu'on peut complètement configurer à volonté, en fonction de ce qu'on veut voir comme affichage. Tout se contrôle à partir du volant avec deux petites zones tactiles au niveau des pouces. Une fois qu'on a pris le pli, moi je trouve ça hyper intuitif, c'est vraiment pas compliqué, il faut vraiment prendre le coup. Donc c'est très joli, c'est très pratique. On a également un HUD en plus dans cette version qui est suréquipée comme on disait. Bon, le HUD c'est pas forcément le truc indispensable non plus, je trouve.
niveau, donc comme tu le disais, des fonctionnalités qui ont été adaptées pour la voiture, c'est forcément comment trouver des systèmes de recharge sur mon parcours. Donc on peut faire ça à partir du smartphone. On a une application Mercedes Me qui vous permet de configurer votre parcours, de préchauffer la voiture notamment aussi, parce que ça, le chauffage, c'est quelque chose qui utilise beaucoup d'énergie. Donc ça vous permet, pendant que vous rechargez la voiture, vous programmez le chauffage de sorte que vous partez avec un habitacle à température. Donc choisir également un itinéraire qui va être optimisé de sorte que vous puissiez arriver, je crois, avec minimum 10% de batterie restante. C'est ça. Donc voilà, toutes ces choses-là se font soit au travers de votre téléphone portable, soit au travers de l'interface du MBUX. Voilà, donc le temps que je vous explique tout ça, on a quand même encore regagné des kilomètres d'autonomie. 193 là affiché. Je vous rappelle qu'on est parti du haut du col à 150. Donc on a gagné presque 45 km, ça monte encore pendant que je vous parle. On va arriver en bas, je pense qu'on aura redépassé largement les 200. On cherchera une station pour recharger. Ce qui va nous laisser à Driss et à moi le temps de réfléchir à l'idée de savoir si on achèterait ou pas cette voiture, parce que elle n'est pas donnée. Hein. Elle n'est pas donnée. C'est un peu le revers de la médaille. Bon. Ceci dit, je voulais qu'on parle d'une autre chose avant qu'on parle de la douloureuse. C'est des aides à la conduite, encore une fois. Je sais qu'on en a déjà parlé quand on avait fait l'essai de la CLA notamment, mais je veux vraiment insister là-dessus parce qu'à mon sens, c'est un des meilleurs aujourd'hui sur le marché. Vous avez le régulateur de vitesse adaptatif avec la lecture des panneaux, de sorte que le système va donc adapter la vitesse de la voiture. Vous n'avez plus à vous soucier de à quelle vitesse je suis ou quoi ou qu'est-ce. La voiture s'en occupe pour vous, et mieux encore, elle utilise la cartographie de sorte que là, par exemple, la vitesse est limitée à 80 km/h. Je peux vous dire que le virage qui arrive, on ne va pas le négocier à 80 km/h. Si vous étiez avec le régulateur de vitesse, la voiture va adapter sa vitesse en conséquence. Donc au lieu d'avoir des virages à 80 comme c'est autorisé, elle va descendre jusqu'à 70 voire 60, de sorte que vous puissiez tourner en toute sécurité. Et vraiment, ça marche très bien, c'est très efficace. Bon, donc on a dit... Parlons argent maintenant. Tout ça, ça a un coût quand même. Voilà. Donc effectivement, l'électricité coûte moins cher que l'essence. Hein. C'est super intéressant pour les gros rouleurs, hein, quand même, faut le préciser. Après, elle est loin d'être donnée, cette Mercedes EQC, surtout dans cette version 1886, hein, Alexandre. Cette version, donc on l'a dit, très bien équipée, très jolie à l'intérieur, avec tout ce qu'on a besoin, tout ce dont on rêve dans une voiture. Une masseuse même. Une masseuse même sur demande. Elle vaut 92 000 €. C'est pas le prix de base de la voiture, donc. Non, il est à 78 000, voilà. Un peu plus de 78 000. Donc voilà, la version 1886 rajoute grosso modo presque 20 000 € d'options, un petit peu moins. Alors précision utile, hein, c'est toujours la même motorisation. Hein. On a toujours le même moteur, la même batterie. Et tout ça, donc, c'est le prix d'une Tesla S, hein, d'une Tesla S grande autonomie avec la fonction autopilote. Alors, et avec le réseau de recharge superchargeur. Alors évidemment, c'est pas le gabarit d'une Tesla. La Tesla est plus grande à l'intérieur, elle a un plus grand coffre. Bon, on est assis plus bas, c'est une grande berline. Ça peut donner à réfléchir évidemment. Maintenant, c'est une Mercedes, c'est super bien fini. Là pour le coup, Tesla peut aller se rhabiller de ce côté-là. Les technologies de communication, de connectivité, etc. sont largement à jour. Ce qui n'est pas forcément le cas sur une Tesla où vous n'avez même pas d'Apple CarPlay, de choses comme ça. Donc voilà, on peut réfléchir, on peut essayer de comparer ça à une Tesla. On peut le comparer à un Audi e-tron que toi tu as essayé. C'est peut-être plus pertinent d'ailleurs. Entre les deux, tu choisirais quoi? Sans hésitation, le QC. L'e-tron, j'ai eu une... Alors en termes de finition intérieure et de look, effectivement, les deux sont irréprochables. Le gros problème de l'e-tron, c'est, je pense, lié à son poids. Hein, la batterie fait déjà 700 kg. L'autre chose, c'est qu'en termes de performance, moi j'ai trouvé cette EQC beaucoup plus dynamique. Je l'ai dit tout à l'heure, on est littéralement scotché à son siège. Avec l'e-tron, c'était pas vraiment le cas. Hein, et lorsqu'on a essayé ça également, je trouvais qu'on était vraiment tout le temps en train de garder un œil sur l'autonomie restante. Ouais. Je sais pas, faudrait peut-être que je la réessaye maintenant avec l'expérience qu'on arrive à acquérir en essayant tous ces modèles-là. Mais là, à date, c'est vrai que je penche plus pour cette EQC.